Bonjour à tous. Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un mot qu'on entend absolument partout, que ce soit aux infos ou en cours, la biodiversité. Mais qu'est-ce que ça cache vraiment? Oubliez la définition du dictionnaire. On va la décortiquer ensemble, un peu comme des poupées russes, en découvrant 3 niveaux qui s'emboîtent les uns dans les autres. C'est parti pour notre enquête scientifique. Alors, cette fameuse biodiversité, c'est quoi au juste? Pour répondre à cette question, on ne va pas s'envoler pour la forêt amazonienne. Non, non. On va commencer bien plus près de nous, dans un endroit qu'on a tous déjà croisé. Une simple mare. Un véritable petit monde en miniature qui a énormément de choses à nous apprendre. Première étape de notre enquête, on plonge dans ce monde qui est une mare. On va voir ensemble comment ce petit univers aquatique fonctionne. Avant d'aller plus loin, il faut qu'on se mette d'accord sur un mot essentiel, un écosystème. Un écosystème, comme notre mare, ce n'est pas juste une liste d'animaux et de plantes, c'est bien plus que ça. C'est un véritable réseau d'interactions. Les grenouilles qui mangent les insectes, les plantes qui captent la lumière du soleil, et tout ce petit monde qui dépend de la température de l'eau. Bref, tout est lié. Et ce tableau nous montre à quel point cet équilibre est fragile. Regardez bien. Si on plante un grand arbre juste à côté et qu'on augmente l'ombre, eh bien, certaines plantes aquatiques n'ont plus assez de lumière et elles disparaissent. Et hop, la diversité diminue. Même chose si on met trop de poissons. Ils peuvent tout dévorer et l'équilibre est rompu. La diversité baisse aussi. Par contre, plus la mare est grande et laissée à l'état naturel, plus la vie est riche et variée. Chaque élément compte. Bon, on a compris la complexité d'une petite mare. Maintenant, accrochez-vous, on change complètement d'échelle. On dézoome et on passe de l'écosystème local à la planète tout entière. Pour explorer la biodiversité à l'échelle du globe, il a fallu une mission hors du commun. Je vous présente l'expédition Tara Oceans. Pendant 4 ans, ce voilier a sillonné toutes les mers du monde pour cartographier la vie invisible des océans, en particulier le monde microscopique du plancton. 35 000, c'est le nombre juste hallucinant d'échantillons que l'équipe de Tara a prélevés. Imaginez un peu, 35 000 petites gouttes d'eau de mer qui, une fois analysées, ont révélé un univers totalement inconnu. Grâce à ça, ils ont découvert des centaines de milliers de nouvelles espèces de virus, de bactéries et de microalgues. Et cette citation du biologiste Chris Bowler, elle résume parfaitement l'enjeu. Parce que tout ce travail de titan, ce n'est pas juste pour le plaisir de compter. Le point crucial, c'est que toutes ces données nous servent à construire des modèles pour prédire comment notre planète va réagir face au changement climatique. On attaque le 2e niveau de notre enquête, le grand puzzle des espèces. Parce que c'est bien beau de découvrir des milliers de formes de vie, mais comment les scientifiques font-ils pour classer tout ça? Alors voici la définition biologique officielle. Une espèce, c'est un groupe d'individus qui peuvent, premièrement, se reproduire entre eux et deuxièmement, donner naissance à une descendance fertile. Ça veut dire quoi fertile? Ça veut dire que leurs petits pourront eux aussi avoir des enfants. C'est ce qu'on appelle le critère d'interfécondité. Pour que ce soit limpide, prenons un cas d'école que tout le monde connaît, le cheval et l'âne. On sait qu'un âne et une jument peuvent avoir un petit, ça donne un mulet. Mais, et c'est là que tout se joue, le mulet est stérile. Il ne peut pas se reproduire. La 2e condition, celle de la descendance fertile, n'est donc pas remplie. Conclusion, le cheval et l'âne sont bien 2 espèces différentes. Bon, cette définition a l'air parfaite, non? Le problème, c'est qu'en science, c'est rarement aussi simple. Comment on fait pour les bactéries qui ne se reproduisent pas en couple, mais en se divisant en 2? Et pour les espèces disparues comme les dinosaures, on va avoir du mal à vérifier s'ils pouvaient avoir des petits-enfants. On voit bien que cette définition, bien qu'utile, a ses limites. On arrive donc à notre 3e et dernier niveau, le plus intime. On va plonger encore plus profond, au cœur même des individus, pour découvrir la diversité qui se cache dans les gènes. Regardez bien ces coccinelles, avec tous ces motifs, ces couleurs, ces points, on pourrait croire qu'on a affaire à plein d'espèces différentes, pas vrai? Eh bien non, c'est assez fou, mais elles appartiennent toutes à la même espèce, la coccinelle arlequin. La preuve parfaite que la diversité existe aussi à l'intérieur d'une même espèce. Mais alors, comment c'est possible? C'est une histoire de génétique, et vous allez voir, c'est très logique. Tout part d'un seul gène que les scientifiques ont nommé panier. Ce gène, il n'existe pas en une seule version, mais en plusieurs. Ces versions, on les appelle des allèles. Et c'est tout simplement la combinaison des allèles reçus des parents qui va déterminer le dessin sur le dos de la coccinelle. Un vrai jeu de construction génétique. D'accord? Mais d'où viennent ces différentes versions, ces allèles? La réponse, c'est le moteur de toute l'évolution, les mutations. Ce sont de petites modifications qui apparaissent au hasard dans la séquence d'ADN et qui se transmettent de génération en génération. Ce sont ces mutations qui sont le véritable carburant de la diversité.
On arrive au bilan de notre enquête. Il est temps de rassembler toutes les pièces du puzzle pour voir l'image complète des 3 visages de la vie. Voici la diapositive à retenir, le résumé de tout ce qu'on vient de voir. La biodiversité, ce sont ces 3 niveaux, totalement inséparables. On a d'abord la diversité des écosystèmes, c'est-à-dire tous les milieux de vie différents. Puis, la diversité des espèces qui peuplent ces milieux. Et enfin, la diversité génétique, la variété des allèles qui fait que chaque individu d'une même espèce est unique. Les 3 sont liés et dépendent les uns des autres. Pour terminer, je vous propose de repartir avec une question qui nous ramène à l'expédition Tara et à notre futur. Maintenant qu'on a bien compris que tout est lié, des gènes jusqu'aux écosystèmes, que va-t-il se passer pour cet univers de plancton si la température des océans continue de grimper? C'est l'un des plus grands défis scientifiques de notre époque, et comprendre la biodiversité, c'est le tout premier pas pour espérer y répondre. Merci de votre attention,